laissons la parole à notre invité David Blo. Bonjour. Bonjour. Animateur du Club Nova, le salon Nova Club. Nova Club. Pardon. Voilà, Nova Club, le salon musical de Radio Nova. Ça c'est bien, Radio Nova, c'est pas Nova Radio. Non, c'est Radio Nova, France Inter. D'accord. Oui, c'est pas Inter France. Alors, on va pas trahir nos deux amis, puisque justement ils se sont non pas cachés derrière quelque chose, mais ils ont voulu garder un certain anonymat. On a compris pourquoi. Vous les connaissez, donc je vais pas vous poser de questions sur leur personnalité. Juste une chose, mais qui est publique, puisqu'on vient de les entendre. Moi, ce que j'entends, c'est des artistes, des gens très intelligents. Oui, je pense, oui, aussi. Ouais. Sensible et intelligent. Et dès leur jeune âge, d'ailleurs, on voit comment ils ont bien verrouillé les trucs par rapport à toute l'industrie autour. Je pense qu'il y a eu d'un côté l'influence du père de Thomas Bangalter, dont vous avez parlé, qui lui connaît bien les rouages du business, qui lui aussi ne se montrait pas, parce que c'est quand même quelqu'un qui a vendu énormément de disques en composant pour la compagnie créole ou Ottawa, des choses qui peuvent être très éloignées des Daft Punk. C'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. À la fois, il y a le sens festif aussi qui était quand même en commun. D'ailleurs, Thomas Bangalter me disait que lui, ça le touchait, que le père était touché quand il allait à un bal populaire partout en France et qu'il entendait la compagnie créole. C'est marrant de voir 30 ans après, c'est Get Lucky qu'on entendait dans tous les bals populaires de France. Donc il y a comme une boucle Donc il y a des rouages du business qu'il connaissait, puis aussi une énorme culture, pas que rock d'ailleurs, cinématographique, etc. Donc des gens comme Kubrick ont pu les inspirer dans l'anonymat ou des choses, dans le rejet d'une médiatisation outrancière. L'ermite. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui les ont intéressés, de ne pas refaire les mêmes pièges que certains musiciens ont pu faire dans l'histoire de la musique, et notamment dans la house. Vraiment, ça a été un champ de massacre au début de la house, de contrats foireux et de choses comme ça pour les musiciens de Chicago. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils voulaient pas refaire. Et de l'autre côté, être aussi comprendre les codes de la fascination que peut engendrer le mystère. Qui pour eux, ceci étant, je peux juste dire ça, c'était quelque chose d'essentiel humainement de ne pas être reconnu dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, il y a un petit reportage, je crois en 94, qui avait été diffusé sur Canal+, où on les voyait physiquement en chair et en os. Et je me rappelle qu'en l'occurrence, Guy Manuel m'avait dit plus jamais ça. Plus jamais on nous revoit comme ça à la télévision, parce que c'est vrai que ça engendre des réactions complètement dingues de gens, même croisés dans la rue, qui d'un coup, on vous a vu à la télé et on vous regarde plus de la même manière. Imaginez s'ils avaient continué ça pendant 30 ans. Ils peuvent encore aujourd'hui, et c'est vrai, c'est pas une légende, prendre le métro et personne ne sait que ce sont les Daft Punk, quoi. Et ça, c'est génial. Oui, on disait qu'ils étaient intelligents. Voilà. Ça c'en est une belle preuve quand même. C'est quand même pas tous les jours qu'un groupe de musique français se hisse sur le toit du monde. Ça faut quand même le rappeler. Je crois que c'est la première fois. Même la première fois, bien sûr. Les stars françaises, je vais pas remonter à la musique classique, mais c'est vrai que les stars françaises, c'était Edith Piaf ou Yves Montand, et qui pouvaient aller aux États-Unis avec des petits papiers qu'on envoyait des fenêtres. Aznavour aussi. Aznavour, parce que les New-Yorkais disaient que c'était leur Sinatra. Et voilà, Aznavour. Et effectivement, c'est un côté très français, un côté chanson française, et je pense, c'est un avis, je vais pas créer des polémiques, mais tout ce qui est de la pop culture post-années 60, la France a eu beaucoup plus de mal. On a copié ce que faisaient les autres. Ça n'empêche pas de plein de personnalités et de talents vraiment importants, mais qui avaient du mal à s'exporter. Si on enlève un Gainsbourg, qui était peut-être une des exceptions, c'est très 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 difficile. Et même quand la France a cartonné un peu à l'époque disco, c'était des gens, peut-être Céron, Jean-Michel Jarre, mais que les gens sentaient pas forcément le français à travers ça. Et par exemple, j'ai rien contre Téléphone, mais c'était le groupe rock français qui ne passait pas les frontières, très clairement. Bien sûr. Et il y a eu des petites choses dans les années 80, bien évidemment, mais la French Touch et Daft Punk en tête de gondole, ça a vraiment cassé les règles. Il y a plus de paroles. On est sorti de la chanson française, et à partir de là, il y avait plus de code et on pouvait parler à l'international. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Comment vous interprétez-vous la French Touch ? Qu'est-ce que c'est pour vous, la French Touch? Alors, il y a un truc un peu pointu, mais j'y vais un instant. French Touch, c'est définit un son exact qui s'appelle la house filtrée de Chicago. Allez-y, mais c'est intéressant, allez-y. Très bien. C'est, en termes de son, et c'est quelque chose dont les Daft Punk sont énormément influencés dans le premier album, c'est le son des pionniers de la house de Chicago, où on prend un disque et on le filtre. Alors, c'est un peu compliqué, j'aurais du mal à trouver les mots, mais les fans voient. C'est-à-dire qu'on filtre les sons, ce qui permet de les remonter et d'exciter les gens. Ça, c'est ce qui pourrait définir le son French Touch. Mais quand on a dit ça, un groupe comme Air ne fait pas du tout de la house filtrée, donc ça ne suffit pas comme définition. Non, je dirais d'abord c'est les étrangers qu'on parle de French Touch, c'est pas les Français. Alors il y a eu le label F Communication de Laurent Garnier qui a utilisé cette formule, mais ceci étant, c'est vraiment une formule que les journalistes anglais. Nous, on a compris que la French Touch existait. Moi, personnellement, quand j'ai vu un DJ, c'est pointu ce que je veux dire, mais il s'appelle Tony Humphries, qui est un dieu de DJ du New Jersey, et qui mettait un disque de Saint-Germain, et c'est la première fois que je voyais un truc français dans un charts de club très très underground. Donc c'est les étrangers qui ont créé l'expression French Touch, et puis on s'est aperçu qu'on était dedans, puis c'était bien. Ouais.
Vous avez commencé chez Radio Nova avec une rubrique sur les nuits parisiennes en 1992, au moment même où les Daft Punk découvrent les rave parties, notamment par une rave devenue célèbre sur le toit de Beaubourg, où ils rencontrent les responsables de leur premier label. Vous y étiez? Celle-là, a priori, non. Les souvenirs, j'en ai fait des rêves à Beaubourg, mais celle-là, celle dont il parle, c'est la fête Soma avec Andrew, je crois que j'y étais pas. Bon, à Paris, à l'époque, les responsables de Radio Nova, Radio FG et du journal Libération, alors vous allez me dire si c'est vrai, auraient été accusés de complicité de trafic de stupéfiants pour avoir soutenu l'organisation de rave party. Ils ont été convoqués au Quai des Orfèvres. De mémoire, oui, bien sûr, il y avait une guerre. Mais je me demande si c'était pas le préfet Mariani, d'ailleurs. Enfin, je sais pas s'il était préfet, mais il me semble, je crois qu'on parlait de circulaire Mariani à l'époque. Il faudrait vérifier ça. Bon, il a perdu, tout va bien, mais il y avait une guerre qui n'a pas tellement changé. Ce qui est bizarre, c'est, vous l'avez dit, à la fin des années 90, il y a eu une espèce d'institutionnalisation, pardon. J'ai rayé le mot. Vous savez que ce mot-là a été écrit, je l'ai rayé. C'est vrai. Je me suis dit, il est imprononçable. Il est imprononçable, voilà, ça d'accord. Ça, c'est pour vous mettre à l'aise. Là, on est d'accord. Non, mais nous, ça nous a un peu gênés, les Daft. Je sais pas, nous, en tant que j'organisais les soirées Respect à l'époque, donc on voyageait dans le monde entier avec les Daft Punk pour organiser des soirées. Puis quand il y a une espèce d'un peu de récupération, on va faire une techno-parade, on s'est dit, vous étiez où pendant des années? Donc ça nous a pas, le succès, il était partout ailleurs, donc on s'en fichait un petit peu de, j'ai peut-être oublié le début de votre question, mais en tout cas, il y avait une ambiance, de répression, d'incompréhension. Parce qu'on avait peur du crack, c'est ça? On avait peur des drogues qui allaient avec? Des drogues. Je pense aussi que la France, vraiment, que ce soit la France rock, la France funk, tout ça, n'aimait pas la techno, que ce soit pour les drogues, des fois aussi associé à l'homosexualité, pour la house, je sais pas, il y avait des trucs un petit peu macho, un peu de bête, un peu c'est pas de la musique, des réflexions comme ça. Et puis de l'autre côté, les autorités, évidemment, c'était quand même très drogué, je veux pas dire non plus l'inverse, donc ça leur faisait peur de voir cette nouvelle culture qui débarquait, quoi. Donc, alors c'est quoi ces soirées Respect? Ça, c'est formidable. 96, vous avez organisé des soirées mythiques dans le monde de la musique. Vous avez invité les Daft Punk, qui n'étaient pas connus, enfin peu connus en 96. Alors, ces soirées. Personne n'était connu. C'était quoi ces soirées? On était 2-3. Vous avez parlé des fêtes Xanadu tout à l'heure. On était 3 personnes, dont l'organisateur de ces rêves entre guillemets qui s'appelait Fred Agostini, Jérôme Vigée-Colère qui travaillait à Radio FG, l'autre radio importante pour cette musique-là que Radio Nova. Moi, j'étais à Radio Nova, et on n'avait juste pas de soirée qui nous plaisait en France. C'est-à-dire que c'était soit très techno, très rêve. Nous, ça faisait des années qu'on avait écouté ça, on avait envie d'autre chose. Soit les clubs étaient un peu les clubs disco à la papa, je dis ça sans être méchant. Et on avait besoin de quelque chose de nouveau. Et le Queen, qui était un gros club gay, nous on n'était pas gay, mais un club gay sur les Champs-Élysées, nous ont dit, écoutez, les mercredis, nous il y a personne, on a besoin de gens. Pourquoi vous ferez pas une soirée gratuite? Et on s'est dit ouais. Et puis la première, on a invité les Daft Punk, Rosé Padilla, un DJ mythique d'Ibiza, et on était vraiment on avait 25 ans de moyenne, notre public avec 25 ans, et de manière vraiment personne ne s'y attendait. Ça s'est mis il y avait 2000 personnes à la première, et là on a fait des soirées au fur et à mesure dans le monde entier, jusqu'en Australie, enfin partout. On avait des résidences à New York, à Copenhague, quand je dis des résidences, c'est une fois par mois, à New York au Twilo, qui est un club énorme, à Copenhague, à Bruxelles, à plein d'endroits, et ça a duré quelques années jusqu'à ce qu'on en ait marre, grosso modo. Vous avez fait le tour du monde? On a fait le tour du monde plusieurs fois, oui. C'est bien, dis donc. On va parler des influences musicales. C'est important, de la même façon que les Stones puisent dans le blues. Nos amis de Daft Punk puisent dans un océan de musique, et notamment la pop. Alors, en 2007, ils étaient invités de Didier Varro sur France Inter. Alors Didier les comparait à Andy Warhol ou aux Beach Boys. Et c'est Thomas Bangalter qui répond. On écoute, on en parle après. C'est vrai que on voit la place des Beach Boys d'une certaine façon comme le boys band ultime de l'Amérique, comme ça, des années 60, qui est extrêmement populaire, exposé, commercial, avec en même temps Brian Wilson qui s'avérera être un des producteurs, un des plus grands expérimentateurs des années 60 à la fois. Comme s'il y avait une coexistence des deux, d'une société de consommation comme ça, l'industrie du disque, et à la fois d'une vraie expérimentation musicale presque absolue et très 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 radicale. Et c'était quelque chose de pas prévu. Nous on a toujours été centré sur notre processus créatif en faisant abstraction de tout ça, en abstraction de la hype, du buzz, de l'underground, de la célébrité ou de la reconnaissance ou populaire ou underground, et en essayant de continuer à innover et à avoir l'impression de faire des choses artistiquement intéressantes à nos yeux et à nos oreilles.
On les écouterait des heures. Ah oui, Qu'est-ce que c'est intéressant. Il est plus disert, Thomas, que Glenn Welch. Surtout ce qu'il dit est vraiment très intéressant. Oui, bien sûr. Oui. C'est pensé, c'est très, très, très réfléchi, ce qui n'empêche pas de la sensualité dans la musique ou de l'improvisation, mais c'est vrai que il y a un cerveau. Enfin, il y en a deux, je veux dire. Mais il y en a deux, mais c'est assez cérébral. C'est très cérébral, on peut le reconnaître. Et donc, sur les sources d'inspiration... Beach Boys, vous savez, sur le premier album, il y a un morceau qui s'appelle Teachers, donc les professeurs, parce que tout le premier album, Homework, c'est les travaux à la maison, la pochette intérieure, c'est un bureau de collégien qui est en train de travailler, donc on voit, ils se mettent en scène en tant que gamins qui apprennent la musique. Et dans le morceau Teachers, ils citent tous les DJ phares de Chicago qui sont complètement inconnus en France à l'époque, donc c'est une liste de noms. Et dans cette liste de noms, il y a que 2-3 personnes qui appartiennent pas à la planète techno et house, et il y a Dr. Dre, de mémoire, et il y a Brian Wilson, qui est vraiment étonnant des Beach Boys. Mais c'est comme la pochette Sgt. Pepper's des Beatles. Oui, il y a des citations, exactement. Et surtout avec tous ces visages, bien sûr. Un peu plus ou moins inspirants. Mais donc Beach Boys, et vous m'avez dit Dr. Dre pour le son hip-hop. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, la France, je pense qu'Internet a cassé ça. Hein. On est très en chapelle. Donc les gens qui écoutent du rap n'écoutent pas de la house, qui n'écoutent pas du rock. Alors, tout ça est idiot. Et je sais que nous, à respect, et les Daft Punk à fond, on écoutait de tout. Il y avait même pas une question de pas écouter un truc qui est numéro 1 du top 50 ou numéro 1000, un truc qui est classique. Aucun problème à tout écouter, à tout digérer. Et il y a des choses intéressantes partout. Ça, ils ont toujours. Et alors, vous avez dit Warhol. Moi, je vous dis Kubrick, Brian Wilson, la Factory. Kubrick Warhol. Pour le côté je me cache. Oui, c'est ça, le côté très cérébral et très je me cache aussi, quoi. Il y a ces deux choses. Quoique bon, Kubrick, c'est pas pour éviter d'être une pop star. Eux, c'est pour éviter. Il y a aussi ce truc de la musique qui renforce encore plus. Kubrick n'était pas non plus dans des clips tous les jours. Il n'aurait jamais été de toute façon reconnu par des gens dans la rue tant que ça. Mais eux avaient ce risque assez dur à vivre, quoi. Alors il semble qu'on apporte dans cette culture-là, culture musicale, un soin particulier aux pochettes de disques. Bien sûr. Pourquoi? Alors je sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous, quand on faisait les compiles Respect, on était signé Astralwerk, donc Virgin aux États-Unis, comme les Daft, il me semble. Et c'est vrai que le boss, vous avez fait référence à ce reportage de Voyer spécial, où on voit un type d'Astralwerk qui dit, et moi j'avais pas remarqué à ce moment-là, il dit le truc le plus fort chez vous, les Français, c'est vos visuels. Et c'est vrai que la French Touch, s'il y avait un début de French Touch, dans les années 80, je pense que musicalement, on n'arrivait pas à s'exporter. Par contre, on avait déjà Mondino, Jean-Baptiste Mondino, on avait déjà, j'ai oublié des noms, il y en a une demi-douzaine de gens, après Michel Gondry, etc., qui faisaient que la France était reconnue à l'international pour nos visuels, pour nos clips. Donc on avait déjà ça en nous, et je pense que c'est vrai que nous, à Respect, on a vraiment bossé la communication. Super Discount, Étienne de Crécy, c'était des pochettes incroyables réalisées par le collectif H5. Je peux pas dire pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'on était plus intéressés, et que dans la la techno, il y avait une tendance à ce qu'on appelait la pochette complètement anonyme, ce qu'on aimait. Hein. Il y avait rien écrit dessus, ça nous inspirait aussi, mais il fallait jouer un petit peu sur les visuels. Et quand on monte pas son visage et qu'on a une musique où il n'y a pas de parole, les visuels sont évidemment centraux, quoi. Alors, à la fois underground et grand public, on peut dire ça, je crois. Est-ce que, si on peut le dire, on peut le dire. Est-ce que c'est ça qui a fait des Daft Punk ce qu'ils sont devenus, ce grand écart qui a été fédérateur? Oui, probablement. Moi, je dis souvent, je sais pas si c'est une phrase qui reprend, mais je dis que le plus intéressant, c'est le numéro 1 et le numéro 1000 du top 50, et puis après, entre les deux, on verra. Donc, je vous ai dit, ils ont les oreilles qui s'ouvrent sur tout, ce qui veut pas dire qu'ils apprécient tout ce qui est numéro 1, surtout en France, dans les années 80, on était loin d'apprécier tout ce qui était numéro 1. Bon, alors, dernière question, évidemment, incontournable. Pourquoi cette séparation? Moi, j'ai été, pas étonné, mais interpellé par tout le foin que ça a fait, quoi. C'était formidable. C'était vraiment un grand événement, quoi. C'est pourquoi vrai. Alors, déjà, c'est légitime, mais pourquoi cette séparation? Alors, pourquoi? La raison exacte, je la sais pas, si tant est qu'il y en a une, hein, il peut y avoir des frictions entre eux. Moi, j'ai essayé d'éviter de leur prendre la tête avec ça, donc je saurai plus tard, j'aurai peut-être des détails, mais pour l'instant, je cours pas derrière l'info. Non, mais c'est vrai que le groupe a démarré, c'était le petit groupe, on était 50 à connaître. À la fin de l'histoire, ils sont aux Grammy Awards, où il y a Paul McCartney, il y a Jay-Z. Je pense, à la fin, sans blaguer, je pense que même le pape sait qui sont les Daft Punk, ce qui est quand même complètement dingue. Quand moi, je me rappelle d'un truc, on disait, c'est le meilleur groupe techno de France, on voit le chemin parcouru. Pourquoi, quand on a fait une boucle où on a été très innovant à 20 ans et puis à 45 ans, on refait un album où on refait son enfance, où on rappelle ses musiciens de son enfance, c'est comme une boucle et bouclée. Le disque qu'ils ont, mais moi j'adore Random Access Memory, mais dans les années 90, ils n'auraient jamais fait ce disque. Il y a eu une évolution. Que faire après? Je pense, j'adore ce groupe, je les adore de toute façon. Oui, mais ils auraient été encore plus géniaux, et malheureusement, ils sont humains après tout, ils auraient été encore plus géniaux s'ils avaient fait un album révolutionnaire après, et je pense que malheureusement, c'est compliqué. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Apparemment non, mais sait-on jamais. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui. Daft Punk, donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga.